Cette vidéo est sponsorisée par Boursobank, plus d'informations en fin de vidéo. J'ai presque 35 ans et il y a un sujet qui me travaille pas mal, c'est celui de l'argent. Oui, j'ai presque 35 ans, ouais. C'est peut-être une surprise pour certaines personnes, je sais pas. Je réfléchis à fonder une famille, vouloir la mettre à l'abri, gérer ma retraite, bref, tout un tas de trucs auxquels je pensais moins quand j'étais plus jeune, genre il y a 10 ans. Et récemment, ma situation financière a changé, de par ma volonté, donc pas de souci là-dessus, mais j'ai dû faire bien plus attention à mes thunes et je me suis énormément renseigné, j'ai lu plein de trucs, j'ai vu plein de trucs, j'ai écouté plein de trucs et j'ai aussi pas mal observé mon entourage et moi-même. Entourage qui n'est pas du tout composé que de gens du game avec des situations aisées, loin de là. Il y en a aussi, mais c'est pas celles et ceux avec qui je passe le plus de temps. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet et notamment de 10 erreurs qui, selon moi, peuvent coûter cher à court, moyen ou long terme et qui surtout sont facilement réglables. Cette vidéo, j'aurais peut-être pas eu l'idée de la faire si Boursobank ne m'avait pas proposé qu'on fasse une vidéo ensemble. Et parce que j'ai un compte chez eux et que j'en suis très content, j'ai accepté. Je vous en reparlerai à un moment dans la vidéo. Autre chose, parler thunes, c'est délicat. Sur Internet, encore plus. Évidemment, tout le monde ne pourra pas se reconnaître dans ce que je vais dire. Évidemment, même si j'essaie de faire attention, il est possible que je fasse des maladresses. Je m'en excuse par avance, il n'y a aucune mauvaise intention ici, bien au contraire. Et aussi, tous les points que je vais donner ne s'adressent pas à tout le monde. Je vous laisse faire le tri et prendre ce qui vous concerne. Et enfin, je vais essayer de sourcer le plus possible et d'utiliser le plus de chiffres possible, histoire qu'on ne parle pas sur du vent et que même si aucun conseil ne vous corresponde, vous appreniez quand même des trucs. Voilà, intro beaucoup trop longue, mais c'est parti. Ne pas établir de budget, c'est une erreur courante. En France, d'après une étude de l'IFOP de l'année dernière, plus de la moitié des utilisateurs de services bancaires n'utilisent pas leur application bancaire pour contrôler leur budget et leurs dépenses. Autrement dit, beaucoup surestiment leur gestion financière et estiment, à tort, que faire ses comptes n'est pas nécessaire ou bien sont dans un déni de leur situation bancaire. En tout cas, j'ai connu les deux cas de figure, que ce soit personnellement ou autour de moi. Or, les études en économie comportementale montrent qu'un suivi régulier des dépenses permet de réduire la part des dépenses non essentielles et d'augmenter l'épargne disponible. En fait, le simple fait de noter et catégoriser ces dépenses accroît la conscience financière et conduit à prendre de meilleures décisions financières. D'après Richard Thaler, Nobel d'économie, père de l'économie comportementale, on a tendance à classifier mentalement nos dépenses de manière floue, ce qu'il appelle le mental accounting. Ça nous amène souvent à sous-estimer nos dépenses totales. Alors, il y a plein de manières de suivre ces dépenses. La plus évidente, c'est son app bancaire, c'est-à-dire voir chaque ligne, voir les différents pôles de dépenses, etc. Il y a aussi des apps qui sont spécialisées là-dedans, mais généralement, c'est des dépenses supplémentaires dont vous n'avez pas besoin. Sinon, il y a la méthode old school, Excel. Voilà. C'est chiant, mais ça marche super bien. Et ça permet notamment de voir de manière évidente le point suivant. Alors vous avez compris, on va parler des abonnements. Ils occupent une place de plus en plus importante et en 2024, il y a une étude qui a montré qu'un Français moyen cumule environ 3 abonnements différents pour un total de 65 € par mois, soit 780 € à l'année. Donc ça peut monter très vite. On retrouve un peu cette idée de mental accounting de Richard Thaler dont je vous parlais à l'instant, où en fait, dans notre tête, on isole ces dépenses-là et donc on les minimise. Et en plus de ça, souvent, c'est des sommes prélevées automatiquement, donc on ne ressent pas la sortie d'argent. Aux États-Unis, ils ont fait une enquête et ils ont réalisé que plus de la moitié des sondés minimisent de 100 $ par mois ce qu'ils dépensent dans leurs différents abonnements, et un sondé sur 4 se trompe de 200 $ par mois. C'est gigantesque. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est un peu comme le point précédent, lister et totaliser. Donc faites la liste de toutes les souscriptions, puis transformez les coûts mensuels en coûts annuels. 5 € par mois, c'est 60 € sur l'année, multiplié par X abonnements. Voilà. Vous pouvez donc vite vous retrouver à 400 ou 500 € annuels pour des services à peine utilisés. Et il faut régulièrement réévaluer son utilisation. Je me demande même si on ne gagnerait pas à résilier tout le temps et ne souscrire que quand on en a besoin, pour ensuite résilier quand on a fini de l'utiliser. Perso, c'est ce que j'essaie de faire, notamment sur les tarifs qui ne sont pas annuels, parce que c'est sûrement avantageux. Faut aussi surtout ne pas hésiter à dénoncer les sites illégaux qui permettent de faire du partage de comptes. Après, faut pas culpabiliser d'avoir des abonnements, mais il faut être sûr de bien les vouloir. Perso, de temps en temps, je fais un reboot, j'annule tout ce que j'ai, et du coup, je reprends que quand j'en ai vraiment besoin. Et parfois, je reprends des mois plus tard, donc en fait, ça valait le coup. Alors a priori, si c'est sans frais, c'est pas grave. Et en fait, oui et non. Je vais quand même vous donner des infos, comme ça vous pouvez prendre les meilleures décisions possibles dans votre situation. Alors évidemment, ça se comprend 1000 fois. On a le frigo qui lâche, on n'a pas les thunes pour acheter un frigo comme ça, il n'y a pas de sujet là-dessus. Là, on parle plutôt des moments où on peut s'en passer. Déjà, état des lieux. Il y a une étude de FLOA Kantar qui dit qu'en France,
ce mode de paiement s'est banalisé. Elle dit qu'en 2023, environ 70% des Français et Françaises déclarent utiliser des facilités de paiement et 44% en font un usage récurrent dans leurs achats courants. Contrairement à l'idée reçue d'une solution réservée aux gros achats, plus de la moitié des utilisateurs français, donc 55%, ont recours aux 3 fois ou 4 fois sans frais pour des dépenses de moins de 500 €. Donc c'est un vrai sujet. Le fait de ne payer qu'une petite partie du prix au moment de l'achat réduit la perception du coût réel. Et selon un porte-parole d'une marque qui propose ce genre de service et que j'ai pas envie de communiquer, cette facilité agit comme un déclencheur d'achat pour 72% des consommateurs. Le montant à payer immédiatement étant faible, par exemple 20 € pour un article de 80 €, le client a moins l'impression de dépenser beaucoup. Et on nous dit même que le montant moyen des achats réglés en plusieurs fois est supérieur de 20 à 50% par rapport à un paiement comptant. Donc en gros, la possibilité de payer en plusieurs échéances pousse à acheter plus ou plus cher qu'on ne l'aurait fait en une fois. Ensuite, ça a une autre conséquence sur un concept que je connaissais même pas avant de faire cette vidéo, la douleur de payer. En gros, des études ont montré qu'acheter des choses avec un prix élevé activait le cortex insulaire, c'est-à-dire la zone du cerveau en lien avec tout un tas d'émotions, dont la douleur. Il y a une page Wikipédia dessus, assez cool, mais elle n'existe qu'en anglais, mais vous verrez plein d'études dans les notes. Du coup, avec un paiement fractionné, on diminue cette douleur de payer et donc on est plus enclin à consommer. Mais le vrai souci selon moi, c'est les frais cachés possibles. Généralement, c'est annoncé sans frais. Mais c'est tant que tout se passe bien. Sauf qu'en cas de retard ou d'impayé, il peut y avoir des frais additionnels importants. Par exemple, selon UFC Que Choisir, certains opérateurs pratiquent des pénalités de retard de 30 à 40% du capital restant dû. Donc c'est énorme. Il suffit que vous ayez dépassé le plafond de votre carte et que du coup le paiement ne passe pas, et bim, ça peut faire très mal. Et c'est encore plus vicieux quand les personnes qui utilisent ce procédé sont celles qui en ont le plus besoin. Alors là, c'est une erreur qu'on peut se permettre seulement quand on a déjà de l'argent. Mais je trouve que la comprendre, ça permet aussi de capter un peu mieux certains concepts économiques. En fait, il y a un truc contre-intuitif, parce qu'on se dit que le compte courant, c'est là où l'argent sera le plus en sécurité et qu'il pourra rien lui arriver. Oui et non. En fait, il va tellement rien lui arriver que vous allez perdre de l'argent. Déjà, les chiffres. D'après le portail d'information Boursorama, fin 2022, le total des dépôts sur les comptes courants des Français et Françaises atteignait 528 milliards d'euros, soit environ 9 400 € par personne. Or, à la même période, l'inflation tournait autour de 6%. Concrètement, ça veut dire quoi une inflation à 6% par an? Eh bien, ça veut dire que vos 100 €, ils valent désormais 94 €. Alors, c'est toujours 100 € techniquement, on ne va pas vous prendre de l'argent, mais le prix de tout augmente de 6%. Donc, en termes de pouvoir d'achat, c'est comme si vous aviez 94 € au lieu de 100 €. Vous pouvez acheter moins de trucs avec la même somme. Voilà, je pense que c'est l'une des manières les plus vicieuses et dommages de perdre de l'argent. Or, il y a des comptes qui rapportent des intérêts. Et ça diminue l'impact de l'inflation, même si la rémunération est assez faible. En gros, on va toujours privilégier le fait de mettre le maximum d'argent possible dans ne serait-ce qu'un livret A, même si le taux il est pas fou, c'est mieux que rien. Ça, c'est ma mère qui le fait tout le temps et franchement, j'y aurais jamais pensé. En gros, de temps en temps, elle appelle et elle dit que c'est cher et qu'elle aimerait qu'on trouve une solution pour baisser les mensualités. Et genre souvent, elle me rappelle derrière et elle me dit « Je suis passé de 60 € à 40 € par mois. Tu peux être fier de ta maman. » Je suis fier, maman. Voilà. Je vais donner un exemple assez parlant avec des chiffres parce qu'on aime ça. C'est sur les assurances de crédit immobilier. Alors, je me doute que tout le monde n'a pas un crédit immobilier, mais je trouve que ça montre quand même un état d'esprit général. En gros, depuis le 1er septembre 2022, tout emprunteur ayant un contrat en cours peut changer d'assurance de prêt immobilier à n'importe quel moment de l'année, sans délai de préavis ni échéance à respecter. Ça s'appelle la loi Lemoine. Et bien, malgré les potentielles économies, 84% des emprunteurs ne font pas la démarche de changer d'assurance, selon le dernier rapport de 2024. Sur un crédit de 25 ans, ça peut vite représenter 10 000 ou 20 000 €. Alors, en vrai, en écrivant ce point-là, je réalise que j'ai pas grand-chose à dire parce que moi-même, je le fais assez peu. C'est ma mère qui a ce réflexe et que moi, j'ai l'impression que ça se fait pas, quoi. À chaque fois, je suis presque gêné, en fait. Mais clairement, on va s'y mettre, là. Dès demain, on va appeler tous ceux qu'on peut appeler, là. Alors ça, je l'ai mis dans la liste, mais globalement, les Français et Françaises le font déjà, ce qui est très cool.
Il y a une étude de l'entreprise Triparty qui date de 2022 et qui dit que près de 7 Français et Françaises sur 10 préfèrent désormais un produit d'occasion de qualité plutôt qu'un produit neuf d'entrée de gamme. Ça, c'est un gros changement de mentalité. Même les ménages qui n'y étaient pas enclins s'y mettent, notamment sous la pression de l'inflation. En gros, pour 76% des Français, acheter d'occasion, c'est un bon moyen de continuer à consommer malgré la vie chère. Et 75%, y voient aussi un geste écologique positif. Le Bon Coin, Vinted, Back Market, ça vaut toujours le coup de checker si l'occasion existe avant d'acheter du neuf. Et second élément, revendre des trucs dont vous ne vous servez pas. En ce moment, je revends tous mes objectifs Canon que je n'utilise plus depuis déjà quelques années. C'est un pur bonheur, voilà. Après, il y a des trucs, je peux pas les revendre, quoi. Genre, cette petite digicam où je partais en vacances avec ma famille et je faisais les films de vacances. Et j'ai commencé le montage comme ça. Il y a des trucs qu'on peut pas. Et de toute façon, personne n'en voudrait, donc voilà. Vous voyez de quoi je parlais là. Les petits frais bancaires là. Si. Avec le compte que vos parents vous ont ouvert dans la banque familiale. Bien sûr. Oui, moi aussi, oui. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, selon panorabank.com, un comparateur de banques, en 2025, les Français et Françaises vont payer en moyenne 228,90 € de frais bancaires sur l'année. Donc frais de tenue de compte, cartes, commissions, etc. Clairement pas négligeable. Mais le truc, c'est que ce chiffre de plus de 200 €, en fait, il cache de très grosses inégalités. Alors évidemment, certains clients de banques traditionnelles paient bien plus que la moyenne, tandis que d'autres, notamment dans les banques en ligne, paient quasiment zéro. Par exemple, les clients de Boursobank, le sponsor de cette vidéo bon sang, dois-je le rappeler, ils payaient moins de 10 € de frais bancaires en 2024. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde devrait fuir les banques traditionnelles, mais il faut s'assurer que votre banque corresponde à vos besoins au meilleur coût. Si vous ne voyagez jamais, il n'y a pas besoin de payer une option internationale hors de prix. Si vous n'utilisez pas telle assurance liée à votre carte bancaire, peut-être pouvez-vous prendre une carte plus basique, etc., etc. C'est un peu comme ce que je vous disais sur les souscriptions qui s'accumulent. Il y a un vrai check à faire sur votre banque. Typiquement, pour en revenir à Boursobank, c'est la banque la moins chère de France depuis 17 ans. Et si vous voulez améliorer votre éducation financière et par exemple connaître la règle des 50-30-20 qu'on n'a pas abordée dans cette vidéo, je vous invite à aller sur Bourso Campus. Je vous mets le lien en description. Vous y trouverez plein d'astuces et de solutions pour vous aider. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à Boursobank et merci à vous. Voilà, c'est une vidéo un petit peu différente de ce que j'ai fait ces dernières semaines et ces derniers mois. J'espère que même si tout ne vous a pas parlé, genre que par exemple vous, clairement, vous n'en êtes pas au stade où le sujet c'est de perdre de l'argent parce que on a trop d'argent sur son compte courant, et j'espère qu'il y a d'autres trucs qui vous ont parlé. Typiquement, je suis conscient que le coût de la gestion de l'argent, pour certaines personnes, je sais plus si je l'ai dit, je pense que je l'ai dit, mais au cas où, je le redis, évidemment, ces personnes-là ne se posent pas la question parce qu'elles sont obligées de le faire, parce qu'elles sont vraiment sur le fil, voire en rouge tout le temps. Donc, j'en suis conscient. Malgré tout, j'espère avoir mis dans la vidéo des petits trucs qui vous serviront ou qui vous intéresseront. Voilà. Encore merci à Boursobank, merci à vous encore une fois, et à très bientôt, la semaine prochaine peut-être dans 2 semaines. Love, peace. Ciao.